France Inter. Nicolas Demorand, le 7-10. Un grand entretien en forme de table ronde ce matin sur le trafic de drogue en France. Vos questions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. 3 invités pour vous répondre et pour en parler. Jérôme Durain, sénateur PS de Saône-et-Loire, président de la commission d'enquête sénatoriale sur l'impact du narcotrafic en France. Vous avez rendu votre rapport hier. Clotilde Champérache est avec nous, économiste au CNAM, spécialiste des mafias et des économies criminelles, auteur de Géopolitique des mafias aux éditions Le Cavalier Bleu. Et pour boucler ce tour de table, Christophe Miette, commandant de police, secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et merci d'être sur France Inter. Hier donc, ce rapport sénatorial, fruit de 6 mois de travail, a été rendu public. Vous y présentez, Jérôme Durain, 35 propositions pour faire face au narcotrafic en France. On va y venir dans un instant. Mais d'abord, quelques mots sur cette spectaculaire et ultra-violente évasion. L'attaque hier à l'arme lourde d'un fourgon pénitentiaire. 2 agents tués, un 3e dans un état critique entre la vie et la mort. Le détenu, un narcotrafiquant de 30 ans selon le Parisien, est toujours en cavale. Qu'est-ce qu'un événement de ce type, Jérôme Durain, dit selon vous de la puissance du narcotrafic en France ? Ça vient confirmer un certain nombre d'inquiétudes que nous formulons dans notre rapport. D'ailleurs, dans notre échange avec les autorités pénitentiaires, on avait posé la question et on a eu une réponse écrite qui nous disait que le risque d'évasion préméditée en lien avec des organisations criminelles était réel, notamment du fait de leur immense capacité financière. Et donc, ça vient mettre en lumière, sous réserve que l'enquête confirme tout ce qu'on pressent, qu'il y a une capacité de pouvoir d'achat des réseaux criminels qui leur permet tout et n'importe quoi, une audace et une liberté d'action sans limite, et puis une espèce de désaffiliation vis-à-vis des codes sociaux, puisque les images sont terribles de ce point de vue-là. Christophe Miette, certains spécialistes parlent d'une mexicanisation du narcotrafic en France, à la lumière de ce qui s'est passé hier. Vous trouvez le mot approprié ? Oui, on peut parler de narco-banditisme, de narco-homicide. Cette fois-ci, nous avons une narco-évasion. C'est bien beau de mettre le mot narco partout. Nous avons un véritable problème, c'est du grand banditisme. Il y a des faits, il y a de la violence. Cette fois, il y a eu des morts. Maintenant, il faut trouver des solutions. Quel regard portez-vous, Clotilde Champérache, sur ce que disait à l'instant Jérôme Durain ? Il faut de l'argent, pouvoir mobiliser de l'argent, énormément d'argent, pour mener des opérations de ce type. Il faut de l'argent, et puis surtout, ça montre que le trafic de stupéfiants s'inscrit dans un écosystème criminel beaucoup plus large. Il y a trafic d'armes aussi, et il faut vraiment changer notre regard sur ces activités criminelles en voyant largement les choses et en évitant de trop se focaliser sur un marché en particulier, parce que ces organisations criminelles, elles sont de plus en plus multi-activités. Alors, 2 chiffres pour commencer. Le marché de la drogue en France est estimé entre 3 et 6 milliards d'euros par an et il fait vivre directement et indirectement 240 000 personnes. Même question à tous les 3 pour commencer. Comment qualifiez-vous la situation française ? Quel mot pour décrire la nature du narcotrafic en France ? Jérôme Durain. Moi, ce qui me surprend au terme de ce travail, c'est qu'on est parti de Marseille. On est parti des narcomicides et sur le spectaculaire, sur ce qu'il y a de plus extraordinaire. La violence, les gamins dans les cités qui sont victimes d'actes de barbarie. Et au terme de ce travail, ce que je retiens, c'est l'ordinaire. L'ordinaire de l'ampleur du trafic dans tous les territoires. La France des sous-préfectures, la France rurale, les petites villes. Des phénomènes qui, au début de la mission, étaient cantonnés à certains quartiers de grandes villes et qui, désormais, s'invitent dans d'autres territoires, Besançon, Dijon, Rennes, où il y a eu des scènes de guerre dans les rues, et devant la sidération de la population. Donc c'est ça le plus frappant. C'est l'étendue, géographie nouvelle. C'est l'étendue, sa profondeur, son ampleur, son enracinement, sa complexité. Notre rapport, il parle des questions maritimes, il parle des Antilles, il parle de la justice.
Il parle des moyens des policiers, il parle des questions cyber, il parle des réseaux sociaux, il parle des ports. Il faut avoir une vision globale du sujet. C'est ce qu'apporte le rapport. Et on a, pour l'instant, des réponses politiques qui sont extrêmement limitées à quelques sujets. On ne peut pas dire c'est la faute aux consommateurs, parce que ça ne résout rien. On ne peut pas pointer tel ou tel territoire. C'est un problème global, il faut des réponses globales. Le rapport sénatorial parle d'une France submergée par le narcotrafic qui s'infiltre partout avec pour corollaire une violence exacerbée, comme un flot qui monte inexorablement. Le trafic semble toujours trouver un moyen de s'infiltrer. Submersion, le mot est le bon, Clotilde Champérache. Submersion, ça dépend aussi des drogues qu'on va prendre en considération. Le cannabis, c'est vrai que c'est devenu quelque chose d'extrêmement banal. La cocaïne monte, ça reste quand même une consommation heureusement minoritaire, mais on a effectivement des problématiques montantes. Et surtout, ça reflète la résilience des organisations criminelles. Elles s'adaptent complètement à la répression. Elles développent de nouveaux produits, du marketing. Elles ont appris du Covid en développant les distributions à domicile. Ce qui explique aussi que tout le territoire peut être touché, parce que des gens qui pouvaient ne pas avoir envie d'être visibles en allant dans un point de deal, là, ils se disent c'est facile, je commande sur Internet, j'ai ma dose à domicile, donc consommons. Christophe Niette, vous constatez aussi cette vague qui gagne le territoire français ? Tout à fait, c'est la loi du commerce. Ces trafiquants qui considèrent cette marchandise comme un bien classique s'étendent et essaient de gagner des parts de marché sur l'ensemble du territoire. Mais il ne faut pas oublier que c'est plus de 300 morts par an également, enfin morts et tentatives d'homicide. Donc ça reste une cause importante dont les enquêteurs sont aguerris pour essayer d'endiguer ce phénomène. Vous citiez, Jérôme Durin, le cas de Marseille, 47 morts en 2023. Pendant vos auditions, des magistrats marseillais avaient parlé, ça avait fait du bruit, de narcoville, de narcoterrorisme à Marseille. Narcoville, c'est comme ça que vous qualifiez Marseille ? À l'issue de la commission, on ne parle plus tellement de Marseille. On parle de la France. Juste si on regarde la Marseille. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le sujet, il est national. Et que on met à jour dans les échanges qu'on a eus, parce qu'une commission d'enquête, c'est juste une caisse de résonance. Nous, on n'invente rien, on écoute ce que nous disent les gens. Et la banalité des difficultés que rencontrent les magistrats à Valence, à Lille, à Marseille, à Paris, les manques de moyens technologiques en termes de compétences économiques et financières des investigateurs de la police, c'est partout. Donc le sujet, j'allais dire, après 6 mois de travail, pour nous, c'est même plus Marseille. Il y a évidemment cette violence et narcomicide, mais c'est un système, et c'est de la Colombie aux consommateurs. C'est ça le sujet, c'est les 1000 tonnes de cocaïne qui arrivent en France, c'est la rémunération gigantesque que tirent les criminels de ce commerce. Donc on a dézoomé et maintenant on a un plan large. Et le plan large, il est inquiétant parce qu'il donne le sentiment d'un point de bascule. Et il faut qu'on fasse attention parce que d'autres pays, on pense aux Pays-Bas... Oui, le mot point de bascule est dans le rapport. Point de bascule entre quoi et quoi alors ? Un État qui tient par ses institutions, qui arrive à canaliser des phénomènes de criminalité, des phénomènes corruptifs, et un État qui finalement commence à voir certains maillons de la chaîne corrodés. La corruption, on en a beaucoup parlé, la corruption de basse intensité. D'abord, c'est pas nous qui en avons parlé, c'est les termes qui étaient déjà utilisés par les institutions. Il faut faire attention, basse intensité, ça donne le sentiment que c'est pas très grave. Et effectivement, pour les administrations, c'est pas très grave qu'un policier consulte un fichier, qu'un scellé soit détruit, qu'une pièce de procédure soit mise en bas de la pile. Pour l'agent concerné, pour l'administration concernée, ça se voit même pas, c'est pas très important. Pour le narcotrafic, ça permet quoi ? Ça permet de continuer son activité. Ça permet d'éviter des poursuites, ça permet de savoir quand il va être arrêté. Donc ce sont des phénomènes qui sont à bas bruit, mais qui sont extrêmement puissants et déstructurants. Et d'ailleurs, aux Pays-Bas et en Belgique, il y a eu des agressions physiques, des meurtres, des menaces sur la famille royale, des journalistes, des magistrats. Voilà, quand les magistrats marseillais nous disent... à court terme, voilà ce qu'ils disent. À court terme, le risque est de voir l'état de droit se déliter. C'est quand même pas n'importe quoi. Ça, c'est une
félicitations d'Olivier Leurent, le président du tribunal judiciaire de Marseille. On est entre le signal faible et le signal d'alerte, et le signal d'alarme. Et je pense qu'effectivement, il est temps de réagir, faute de quoi les narcotrafiquants qui peuvent se permettre déjà des phénomènes extrêmement violents sur la voie publique un peu partout, et qui n'ont aucun code sociaux, parce que c'est du business qui est complètement désaffilié du respect des règles élémentaires de droit et de respect de la vie humaine, ils pourront faire n'importe quoi, donc attention. À quel moment se fait cette bascule, Clotilde Champérache? À quel moment un état de droit est mité de l'intérieur par le narcotrafic? Effectivement, quand la corruption a atteint un niveau qui est tel que finalement la frontière entre économie légale et économie illégale n'est plus claire, dès qu'il y a cette zone grise de complicité, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces marchés illégaux se développent parce qu'il y a des facilitateurs dans la sphère légale, des gens qui communiquent des informations, qui se disent que la complicité, c'est aussi obtenir des avantages par soi-même, et là on bascule dans un brouillage, encore une fois, de cette frontière. On va passer au standard de France Inter avec la question de Christophe qui nous appelle de Cherbourg. Bonjour Christophe, bienvenue. Oui, bonjour. Avant tout, je voudrais exprimer ma solidarité avec Guillaume Meurice et puis l'équipe du Grand Dimanche Soir. Ceci dit, je voulais savoir si les spécialistes autour de la table ne trouvent pas qu'il y a une analogie avec les années 1920-1930 aux États-Unis et la violence qui entourait la prohibition. Et quand on écoute monsieur le sénateur et on se plonge dans le rapport, on se demande si on n'attendrait pas un changement de logiciel en fait concernant ces affaires. C'est-à-dire sortir de la répression et aller vers d'autres formes. Au niveau de la santé publique, là on voit bien qu'autour de la table c'est la grande absente. Et on entend des syndicats de police dire que malgré toutes les opérations, il n'y a aucune évolution du prix du gramme de drogue. Donc on se demande où est-ce qu'on va avec toute cette répression et toute cette violence qui s'accumule. Merci Christophe pour cette question. Qui veut y répondre? Christophe Miette, oui, commandant de police. Il faut le voir sur plusieurs points. On parle des conséquences, mais je pense qu'à la base, il faut s'attaquer aux causes. On le voit avec le tabac. Le tabac est autorisé. C'est pour certains une drogue légale. Il y a de la contrebande à côté. Ça n'empêche pas de la violence, également du trafic et des morts engendrés par la contrebande de cigarettes. Maintenant, c'est un sujet. C'est vrai que sur le plan santé, il y a un véritable débat. Légalisation, dépénalisation, il faut en discuter. C'est un débat de société à avoir. En tant que policier? Écoutez, je suis la loi. Maintenant, la solution, on le voit dans certains pays, ils y reviennent. La drogue festive, je n'y crois absolument pas, au vu des morts que j'ai pu rencontrer tout au long de mes enquêtes. C'est un problème de société. Maintenant, il ne faut rien s'interdire en la matière. Et Jérôme Durin, sur la question de Christophe. Christophe a raison de poser cette question. Il faut que la société ait un débat sur est-ce que la prohibition marche ou pas. Et effectivement, on ne peut pas considérer que le paysage soit extraordinairement réjouissant. Ceci dit, il ne faut pas non plus idéaliser la légalisation. Je le dis d'autant plus à l'aise que moi j'ai signé une proposition de loi pour la légalisation parce que je pense qu'il faut que le débat ait lieu. Et que, par ailleurs, le travail que nous avons conduit avec la commission d'enquête, c'est pas celui-là. C'est des réseaux criminels. Donc, nous, on nous dit vous êtes répressif. Oui, on est répressif parce que le travail qui nous a été demandé, c'est comment mieux organiser la répression. Ça n'empêche pas qu'on ait le débat ailleurs. Par ailleurs, sur ces questions-là, il ne faut pas oublier que, comme ça vient d'être dit par le commissaire de police, il y a des trafics, même sur des substances légales. Et que quand on parle de légalisation ou de dépénalisation, on ne parle que de cannabis, de résine de cannabis, alors même que le principal problème, c'est les 1000 tonnes de cocaïne qui arrivent chaque année en Europe. Donc, on ne résoudra pas, on n'épuisera pas les trafics avec la seule légalisation. Clotilde Champérache, pour répondre à notre auditeur. Je crois effectivement qu'il ne faut pas opposer répression et santé publique. Les deux volets sont liés. La répression, c'est contre ces organisations criminelles qui sont puissantes, qui sont dangereuses, qui ne font pas que du trafic de stupéfiants, qui mettent en péril nos démocraties. Et de l'autre côté, effectivement, on doit développer plus de solutions de santé publique pour les consommateurs, surtout ceux qui voudraient sortir aussi de l'addiction, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des produits addictifs et que l'addiction, c'est compliqué. C'est pour ça que ce ne sont pas des marchés comme les autres. Et légaliser n'empêche pas les trafics, parce que légaliser, c'est encadrer la vente des
des produits. Et c'est pour ça qu'il y a de la contrebande de tabac aussi. Donc légaliser, ça ne fera pas disparaître les organisations criminelles et les trafics. Alors, venons-en maintenant à un certain nombre de recommandations, Jérôme Durin, parmi lesquelles la création d'un parquet national anti-stupéfiants, pensé sur le modèle du parquet national antiterroriste ou du parquet national financier. Pourquoi un parquet spécifique ? La question, c'est de qualifier la menace que fait peser le narcotrafic sur notre pays. Est-ce que c'est une menace de première importance qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ou est-ce que finalement c'est quelque chose d'accessoire ? Nous, on est persuadés à l'issue de ce travail que c'est extrêmement important. Donc il faut que la réponse publique, elle soit extrêmement puissante. Et d'une certaine manière, elle est, on le dit dans le rapport, parfois avec des mots très durs, désorganisée, un peu éparpillée, entre plusieurs ministères, entre plusieurs services, du côté de la justice et du côté des forces de l'ordre. D'ailleurs, quand vous observez ce qui se passe dans le champ ministériel, on a un ministre de l'Intérieur qui dit « il faut faire du place net », on tape les consommateurs, on tape les points de deal, et puis un ministre de la Justice qui dit « il faut des cours d'assises spéciales, un statut d'Airpenti ». Donc il n'y a pas d'unité de penser sur la réponse contre le narcotrafic. Et nous, on dit il faut des patrons. Un patron côté justice avec un parquet national anti-stupéfiant, comme ça a produit des effets en matière financière avec le PNF et en matière terroriste avec le PNAT. Et puis, de l'autre côté, il faut une structure très puissante, il faut un patron de la répression qui coordonne l'ensemble des forces. Ce que vous appelez une DEA, à la française. La DEA américaine, Drug Enforcement Administration. Un exemple, vous avez besoin de renseignements pour comprendre comment sont organisés ces circuits criminels. Il y a du renseignement qui se situe au ministère de l'économie et des finances, Tracfin, les douanes, la DNRED. Et il y a du renseignement qui se situe du côté du ministère de l'Intérieur, la DGSI, mais qui considère que c'est pas son boulot, le narcotrafic, c'est pas assez important. Bon, du coup, il faut que ces gens-là se parlent. Et c'est vrai à tous les étages. Et si on n'a pas cette coordination, si on n'a pas cette priorité, au niveau local, au niveau national, alors on va rater Christophe Miette, à la fois sur un parquet national anti-stupéfiant et une DEA à la française, ça vous semble, DEA à la française, ça vous semble important ? On peut mettre les mots que l'on veut pour qualifier. C'est vrai qu'ils font finir avec les tuyaux d'orgue. Énormément de monde travaille sur la matière et au quotidien se donne à fond pour essayer d'endiguer ce phénomène. Par contre, chacun travaille dans son coin, même si vous avez de la coopération qui se fait, mais cette coopération est minime. Autrefois, nous avions créé les GIR, qui était une bonne idée. C'est vrai que l'URSSAF, les finances, les douanes, la police, la gendarmerie, tout le monde doit travailler ensemble sur cette problématique. Donc oui, un parquet national peut être une bonne idée. Tout dépend si on y met les moyens humains et financiers, si ça ne reste pas une coquille vide. Vous voulez dire un mot sur le sujet, Clotilde Champérache ? Oui, alors plus de coopération, effectivement, parce que c'est vrai que parfois les services se font des petites guéguerres. Par contre, pour le parquet national, je serais plus pour ne pas s'enfermer, encore une fois, sur un seul type de trafic, parce que c'est la porte ouverte aux autres trafics. C'est plutôt un parquet national sur le crime organisé qu'il faudrait développer, qui traiterait en plus de cette multi-activité et qui permettrait d'avoir des procès complets qui ne visent pas qui vont viser des individus, mais à travers les individus, c'est vraiment les organisations qu'on essaiera d'abattre. Et puis, il y a la question de l'argent, tout de même. J'ai rappelé les sommes considérables en jeu. Pouvoir saisir les avoirs des trafiquants, c'est une urgence. Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on sait le faire ? Vous suggérez, Jérôme Durin, d'instaurer une procédure d'injonction pour richesse inexpliquée, une procédure de gel judiciaire et de saisie conservatoire des biens des narcotrafiquants, ou encore d'autoriser la confiscation civile sans condamnation pénale. Ça, c'est crucial pour vous ? Tout le monde dit qu'il faut taper les criminels au portefeuille. Mais on a peu d'outils pour ça. D'abord, on n'a pas les outils juridiques. Et les exemples que vous venez de citer de recommandations que nous formulons sont des outils en plus. Oui. Et ils sont bienvenus. Mais le sujet principal, c'est les moyens qu'on a à notre disposition pour conduire ce travail. Quand vous allez dans un tribunal et que le président du tribunal vous dit la cote d'alerte est dépassée, nous, on arrive à attraper des petites mains, mais on ne peut pas faire plus, on n'a pas le temps d'avoir des instructions, on ne peut pas aller au-delà. Quand vous voyez des policiers qui nous disent ok, les enquêtes patrimoniales, on veut bien, mais on est déjà submergé par le reste, il faut qu'on ait des moyens pour ça. Quand vous avez un responsable
préfectorale qui dit j'ai plusieurs centaines de policiers dans mon département, il y en a une petite vingtaine qui s'occupent du narcotrafic, des stupéfiants, il y en a 0 sur l'économique et le financier, on n'a pas les compétences, on n'a pas les moyens. Donc il faut ces outils juridiques, mais il faut des moyens dédiés. C'est efficace de taper au portefeuille, Clotilde Champérache? C'est très efficace parce qu'on est dans une logique de stock et plus seulement de flux. Le flux, c'est intercepter des marchandises. Ça fait mal, mais finalement, on voit, notamment pour les drogues, que ça ne déstabilise pas le marché. Le stock, c'est de l'accumulation de richesses éventuellement sur plusieurs années. Donc, ça frappe beaucoup plus violemment les criminels. Et effectivement, ça s'appuie sur des enquêtes patrimoniales. C'est long, ça demande du temps, des moyens. Et ça, il faut vraiment le développer, même si médiatiquement, c'est moins porteur. C'est pas comme les opérations place nette, mais c'est fondamental et ça a un effet de plus long terme. Vous aimeriez pouvoir être mieux outillé pour ça, Christophe Miette? Oui, tout à fait. Les opérations place nette, c'est une chose. Maintenant, concernant ces délinquants, c'est tout aussi parlant quand vous avez un chef de réseau qui est en train de diriger son réseau, les pieds dans son jacuzzi à Dubaï. Là, ça parle aux citoyens. Il faut taper au portefeuille, il faut taper où ça fait mal, et l'argent fait mal, et la saisie de l'argent fait mal, donc il ne faut rien s'interdire. C'est compliqué d'aller chercher les têtes de réseau s'il n'est pas possible de les extrader ou qu'il n'y a pas d'accord judiciaire. Ça, c'est aussi une impasse. C'est un des sujets que nous abordons dans le rapport avec des dimensions de coopération internationale. Nous avons à Dubaï des magistrats de liaison, un magistrat de liaison qui vient arriver. Il faut qu'on travaille avec les autorités des pays qui sont peu coopératifs, faute de quoi, effectivement, les trafics qui sont pilotés depuis l'étranger. Et donc, avec ce qu'on dit là sur l'argent, on est dans l'anti-place nette, parce qu'on peut remuer, s'occuper du bas de la fourmilière, s'attaquer aux fantassins, aux petites mains, mais si les patrons, ceux qui ont l'argent, se la coulent douce, arrivent à sortir l'argent très vite du pays, alors on n'aura rien gagné, on ne démantèle pas les réseaux. Un dernier mot devant la commission d'enquête sénatoriale. Gérald Darmanin avait eu cette phrase très forte: je pense que la drogue est la plus grande menace sécuritaire que connaît notre pays. La plus grande, ça veut donc dire devant le terrorisme. Est-ce que vous partagez, Jérôme Durain, ces mots du ministre de l'Intérieur? C'est tout le sens du rapport. C'est ce que nous souhaitons exprimer avec les membres de la commission, notre très très grande inquiétude sur le nombre de morts, sur l'emprise, sur la corruption. Que la France devienne un narco-État un jour? Oui, on peut le dire comme ça, mais c'est surtout que les dégâts que ça provoque dans la population, dans la sécurité, dans l'image des institutions, dans la confiance dans les institutions, dans la sécurité, dans le rapport au territoire, avec des territoires oubliés, rendent finalement la situation incontrôlable. Et puis politiquement, vous voyez aussi ce que ça produit, une espèce de sentiment de dégoût, le renvoi de l'impuissance. Donc c'est pas possible de continuer comme ça. Donc il faut que Gérald Darmanin poursuive dans cette voie. On est prêt, nous, à aider. Narco-État, j'ai dit. Narco-État, ou indépendamment des stupéfiants, encore une fois, c'est le crime organisé qui pose problème, cette montée en puissance. On parlait de saisir les avoirs, l'infiltration de l'économie légale, le fait qu'ils possèdent des entreprises qui ne sont pas que pour le blanchiment d'argent, ça crée, au-delà de la violence, et là, on ne le voit pas, mais il y a des emprises qui se créent, un contrôle du territoire, une légitimité sociale qui fait que la population va se dire, le prestataire de services, c'est le crime organisé plutôt que l'État. Et après, on bascule sur des pertes territoriales sans violence, encore une fois. C'est ce qu'on voit sur le territoire italien avec les mafias. Et là, on ne sait pas lutter contre ces phénomènes. Mais on n'y est pas encore en France, c'est ça ce que vous dites. Tous les trois ce matin, Christophe Miette. Oui. Autant le terrorisme vous frappe et choque, autant tout ce qui est grand banditisme et trafic de stupéfiants, ça gangrène la société. C'est des mots invisibles qui quand sont installés, mais pourrissent toute une société avec tous les mots que nous connaissons, avec les morts et toutes les dérives. Un mot, Jérôme Durain, de conclusion. On a beaucoup utilisé le terme asymétrie. On a le sentiment qu'il y a une guérilla et que dans cette guérilla, le fort, c'est les criminels et que le faible, c'est parfois les institutions de la République. Jérôme Durain, merci, sénateur PS de la Saône-et-Loire. Clotilde Champérache, économiste. Votre livre Géopolitique des mafias. Christophe Miette, commandant de police, secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Merci à tous les trois d'avoir été au micro d'Inter.